Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez complexe. C'est pour cela que j'ai retardé pour faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que je vous en ai parlé, j'ai dit que j'avais mis un petit indice sur un de mes shorts, là, sur le champ des partisans. Il a été encore un peu repoussé parce qu'il y a eu quelques difficultés pendant mes recherches et c'est assez long de savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde pas, etc. Je vais vous parler du camp de Struthof qui se situe en Alsace. Il est visitable parce que j'ai pu le visiter. Et par contre, moi, je ne vais pas faire comme tout le monde, du sens, voilà, telle date, il y a eu ça, telle date, il y a eu ça. Bon, je vais quand même parler de quelques dates, mais moi, je vais plutôt parler de l'aspect sociologique, l'importance entre les détenus et comment le camp fonctionne, hiérarchie, parce qu'il y a une hiérarchie assez spéciale. Donc, je vais plutôt me pencher sur ce côté sociologique, parce que, comme vous aurez vu dans ma miniage, j'ai marqué une société à part parce qu'on voit qu'il y a un fonctionnement assez spécial à l'intérieur du camp, qui est aussi dans d'autres camps de concentration. Mais c'était intéressant, moi, d'en parler en fonction de ce camp. Alors, pour mes recherches, je me suis basée sur ce livre-là que j'ai acheté à la fin de la visite. Vous pouvez le trouver en description, il est facile à trouver sur Internet. Et bien sûr, je me suis basée pendant ma visite, ce que j'ai vu dans le musée, et aussi comme je faisais pas la visite guidée et qu'il y avait quand même des visites guidées qui passaient un peu à côté, j'ai pu un peu écouter de ce qu'ils disaient pendant la visite. Donc j'ai gardé quelques petits éléments qu'ils ont dit que moi j'ai un peu pêché comme ça par hasard. Si comme je vais parler de sa perception sociologique, je ne vais pas aller dans les détails de certains points, par exemple les expériences qu'il y a eu là-bas, les violences, beaucoup. Bon, je vais un peu en parler des violences, mais pas trop dans les détails. Parce que si je vais dans les détails, c'est un peu sensibilisé, ça peut même, on va dire, bloquer ma vidéo et j'ai pas envie de ça. Donc je vais aller au plus simple et pour que ça soit compréhensible et d'un côté que ça soit pas trop long et que si vous voulez faire des recherches, etc., déjà vous pouvez trouver dans le livre que je vous ai parlé et aussi vous pouvez faire vos propres recherches ou aller directement sur les lieux. Faites comme vous voulez, hein, parce que c'est très compliqué d'aller sur les lieux émotionnellement. Avant de commencer la vidéo, je voulais parler d'un point qui est un peu pas encore assez clair pour certains, ou peut-être pas, je sais pas. On a du mal à faire la différence entre camp de concentration et camp d'extermination. Et il peut y avoir aussi des camps où c'est les deux à la fois. Mais ce qui est important de faire la différence, c'est que camp de concentration, c'est là où on va plus les emprisonner avec le travail forcé, etc. Mais que les camps d'extermination, on va plutôt, voilà, directement les exécuter, par exemple pour les juifs. Voilà, pour Auschwitz, par exemple, où, voilà, dès qu'ils arrivent, directement, c'est un camp où on va directement les tuer. Faut faire attention à faire la différence. Voici une petite carte en fonction des camps de concentration et des camps d'extermination qu'il y a dans le livre que je vous ai parlé, qui est important de faire la différence, où il y a les deux en même temps. Alors tout d'abord, si vous l'aurez vu dans le titre de ma vidéo, avant que ça soit un camp de concentration, c'était une station de ski située sur le mont Louise au début du XXe siècle, qui était beaucoup prisée pendant les périodes d'hiver par surtout les Strasbourgeois. Et plus tard, pendant la guerre, comme l'Alsace a été annexée par l'Allemagne en 1940, le régime a décidé avec Himmler et tous ses camarades, on peut dire comme ça, ils ont décidé de exploiter les lieux, surtout de manière minière, parce qu'il y a une carrière qui est plus exploitable aujourd'hui, mais qui peut se visiter parce que c'est devenu un site historique. Parce qu'il y avait une certaine pierre rose assez particulière à l'intérieur que les nazis cherchaient beaucoup. Plus tard, le 1er mai 1941, le camp de concentration ouvre pour certains détenus. Et comme c'était une station de ski qui avait pas beaucoup d'établissements, de maisons, il n'y avait pas grand chose. Donc du coup, les déportés ont participé à la construction du camp, tous les lotissements, les escaliers, parce que les escaliers c'est un élément important dans ce camp, parce que comme c'est en pente, il faut quand même trouver un moyen pour pouvoir monter sans trop de difficulté, mais quand même un peu parce que
parce que la Gestapo et tout cherche à trouver ce moyen d'épuiser encore plus leurs détenus. Donc c'est pour dire oui, c'est pour vous faciliter les choses, mais en fait pas du tout, c'est plus pour vous excuser plus qu'autre chose. Mais ces escaliers sont ils sont faits en granit, pierre par pierre, et ça vient de la mine, de la carrière juste à côté. Et aussi, ce que je peux vous appuyer d'une manière sociologique, c'est avant de devenir un camp de concentration mixte niveau du genre, il y avait plutôt plus d'hommes au début parce que c'était un camp masculin. Mais à partir de 1943, les femmes commençaient un peu plus à venir, mais il y en avait très peu. Il y avait principalement des hommes dans ce camp. Et si on regarde bien sur la carte, si on descend un peu dans la vallée, on voit qu'il y a un peu des chambres à gaz. Alors vous allez me dire, mais pourtant tu viens juste de nous dire que c'est un camp de concentration et non pas un camp d'extermination comme tu as dit au début de la vidéo. Alors, comment dire, je vous ai dit que j'irai pas dans les détails, mais il y a eu beaucoup d'expériences dans ce camp-là. Ils utilisaient beaucoup le gaz moutarde dans cette chambre à gaz. Donc, on sait pas trop si c'était quand même un camp d'extermination ou pas, mais on sait qu'il y a eu des expériences dans ces chambres à gaz pour utiliser le gaz moutarde qui était un élément important pendant la guerre. Mais il y a un élément que je voulais rajouter, que j'ai vu pendant la visite, que je trouve ça intéressant de voir. C'est marqué en gros sur cette photo, ancienne salle des fêtes. Alors, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ça, parce que la salle des fêtes, niveau sociologique, si je reviens dessus, c'est un lieu assez sacré, entre guillemets, parce que tous les gens se réunissent souvent ici pour faire la fête patronale, etc. C'est un lieu de rassemblement assez festif, etc. Et que là, c'est utilisé en tant que chambre à gaz, on voit là cette transition hyper grande et hyper opposée, que moi je trouvais ça intéressant de vous le dire, du coup, que réutiliser des lieux comme ça, c'est impressionnant. Et il y a un petit élément qu'on ne voit pas sur la carte, mais si on regarde bien, on voit qu'il y a le centre national de la résistance juste là où il y a le musée et tout. Mais si on cherche bien, si on fait des recherches assez poussées, que j'ai appris pendant mes recherches, qu'il y avait une cave en béton tout en dessous. Les historiens, les chefs de projet, etc. ne savent toujours pas le but de cette cave en béton. Donc on ne sait pas si elle a été finie, si cette cave a été finie, est-ce qu'il y aurait un but bien précis? On ne sait pas. On sait juste qu'elle a été construite entre 1943 et 1944. Et là, pour l'instant, il y a à peu près 120 mètres de long de cave, mais sans plus. On sait pas le but précis de cette cave. Enfin, maintenant, je vais plus parler de vraiment le fonctionnement à l'intérieur de ce camp. Mais déjà, je pense que vous connaissez déjà les petits insignes qu'on utilisait dans tous les camps de concentration. Alors moi, ça fait pas très longtemps que je sais qu'il y avait des insignes triangulaires dans les camps de concentration. Je le sais depuis 1 an. Alors, je sais pas si c'est les livres d'histoire scolaires qui nous apprennent pas assez de choses, parce que c'est un élément important. Je n'ai jamais entendu parler et je le sais depuis 1 an. Voilà, c'est un peu impressionnant. Donc, au niveau scolaire, on parle pas d'assez de choses. Donc, si je voulais en parler dans cette vidéo. Du coup, dans les insignes, on peut voir qu'il y a différentes couleurs ou différentes étiquetages, comme on peut dire ça en sociologie. Mais il y a aussi un étiquetage, si je reprends ce mot-là, qui n'est pas mentionné dans ce tableau-là, c'est le NNN. Le NNN, je sais pas le nom en allemand, je vous le mets ici. Et en français, si on traduit, ça fait nuit et brouillard. Vous n'allez pas comprendre pourquoi NN. Alors NN, si vous le savez pas, c'est plus pour représenter les résistants déportés. Cette approche sociologique
On voit qu'on a vu, ce que j'ai vu pendant l'exposition, il y avait un quotidien assez bien précis, un peu bien ordonné, et cetera. Et on voit, voilà, à telle heure il y a ça, à telle heure il y a ça, à tel moment il y a ça. Et il y a la cloche qui est hyper importante. Un élément important, c'est comme si, voilà, c'est l'heure de l'école. Si, je sais pas, vous voyez l'image où avant on sonnait la cloche pour dire allez rentrer, il faut rentrer à l'école, quoi. En fait, c'est la même chose. Si on, même si c'est pas totalement ça, mais moi je vois cette image-là que en fait c'est comme c'est une société un peu, voilà, un peu à part. On voit que quand même il y a certains éléments que nous, on connaît du quotidien, l'école, et cetera, en fait, qui sont quand même repris à l'intérieur. Ces habitudes-là, en fait, que tu as quand tu es enfant, et cetera, en fait, tu les as encore dans ce camp. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais on voit qu'il y a quand même ces habitudes-là qu'on a de l'enfance ou qu'on a eu pendant notre vie adulte, qui sont quand même repris dans ce camp-là pour quand même formater un peu notre quotidien pour vraiment nous dire voilà, c'est comme ci, comme ça. Et en fait, c'est quand même des éléments qu'on connaît déjà de notre enfance ou notre vie actuelle. Alors, ce que j'ai appris pendant ma petite excursion quand je suis arrivée près d'un groupe où il y avait un guide à l'intérieur. Ce que j'ai entendu, je trouve ça intéressant d'en parler de manière encore sociologique, c'est qu'il y a une hiérarchie par rapport au logement. Alors vous allez me dire, mais il y a déjà les insignes. En fait, il y a quand même encore un autre truc encore plus important dans le rapport de pouvoir et aussi le rapport de hiérarchie sociale. Alors, on peut voir que le terrain est en pente, mais cette pente, elle est hyper importante. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Cette pente est importante parce que on voit que les logements, on voit qu'elles descendent bien. Alors, sur le plan qu'on voit, on voit qu'il y a le four crématoire juste en bas. Je ne vais pas aller dans les détails, je vous les ai déjà dit, mais dans ce four crématoire, on voit qu'il est tout en bas. Ce que j'ai entendu, c'est que en haut, il y a la cuisine, la soupe qui est donnée le soir et le midi, non plus le soir. En fait, le seau de 5 litres, de 50 litres ou 40 litres, je sais plus, ils vont descendre la grosse marmite d'en haut jusqu'en bas. Et si je reviens sur cette hiérarchie, on voit que en haut, c'est c'est les nouveaux, etc., ceux qui viennent juste d'arriver. Et ceux qui sont en bas, c'est ceux que les dirigeants du camp vont essayer de plus en plus les épuiser encore plus, les fatiguer, comme ils sont près du four crématoire. On va dire ils sont plus près de la mort, donc du coup il y a une hiérarchie à propos de la pente. Donc ceux qui sont privilégiés niveau nourriture, c'est ceux qui sont en haut, et ceux qui vont plus vers le bas, ils sont près de la mort parce qu'ils sont près du four crématoire en fait. C'est une image assez spéciale. Donc cette hiérarchie-là aussi, c'est pas que à travers les insignes qu'on peut trouver sur leurs vêtements, mais c'est plus niveau aussi physique et spatial. Alors il y a un élément, je sais peut-être pas, vous êtes au courant que principalement dans des camps de concentration, ça arrivait très souvent, pardon. Il y a eu de la prostitution. Par exemple, c'est peut-être des gens extérieurs, des prostituées qui viennent pour les dirigeants, quoi, et ils viennent pour eux, ou soit ils utilisaient des femmes détenues en tant que prostituées, ça dépendait. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même des ressemblances avec la société extérieure, mais pas totalement. Donc j'appuie bien là-dessus pour dire que en fait, ils font tout pour formater un peu les personnes qui sont dans le camp pour leur dire que c'est tout à fait normal, c'est une vie assez normale, c'est une société normale comme ils connaissent déjà. Alors, je vais pas beaucoup vous expliquer ce que je vais vous dire parce que c'est des sujets un peu complexes et c'est un peu à l'extérieur du camp, donc je vais pas trop aller trop dans les détails. Je vais vous parler des commandos. Alors, il y a des commandos internes et des commandos externes. Alors, vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais déjà, on peut voir sur la carte qu'il y a différents lieux
de travail forcé, on peut dire comme ça. Principalement, c'est dans des carrières, des mines, et cetera. Il y a aussi, à l'intérieur, c'est que, les détenus sortent du camp la journée pour aller à la carrière et ils reviennent le soir. Alors quand c'est extérieur, c'est qu'il y a toute une rangée de déportés qui vont suivre les dirigeants pour aller à des lieux bien précis. Et la nuit, ils vont dormir parfois dans des écoles qui sont plus en fonctionnement, soit dans des granges. Les hommes et les femmes vont être séparés. Et du coup, on voit qu'il y a plusieurs différents commandos qui existent dans le camp ou à l'extérieur du camp. Le travail, c'est quelque chose de normal dans une société de travailler, mais les déportés ont bien compris que c'est pas un travail ordinaire, c'est plutôt du travail de l'épuisement, parce qu'ils sont très fatigués, etc. Mais en fait, cette société, entre guillemets, ressemble beaucoup à la société qu'on a à l'extérieur des camps. C'est le travail, l'heure du lever, du coucher, etc. Donc, c'est une habitude qu'on a déjà. Alors, du coup, je vais en venir aux punitions et aux sanctions qu'il y a à l'intérieur du camp. Ben, vous allez me dire, mais déjà ils vont se faire tuer, etc. Pourquoi il y aurait des sanctions et tout? Bah en fait, ces sanctions-là, c'est un peu comme une société ordinaire, normale. Bah en fait, si tu n'écoutes pas, bah tu vas à la case prison, quoi. Bah il y a vraiment des prisons à l'intérieur du camp. Alors vous allez être perdu, vous allez dire mais déjà le camp c'est une prison déjà de base, pourquoi il y aurait des prisons encore à l'intérieur? Ben on ne sait pas trop, mais déjà c'est plus pour les sanctionner. Donc dès que t'écoutes pas les ordres, tu n'écoutes pas l'autorité des dirigeants, bah directement case départ, hop, tu vas dans les prisons. Donc les prisons sont exactement à côté du bâtiment du four crématoire, sont le bâtiment juste à côté, en bas de la pente. Et du coup ils sont enfermés là. Et alors je vais pas aller trop dans les détails parce que c'est un sujet un peu sensible, mais je voulais un peu quand même en parler. Bah en fait, il y a un objet assez spécial où on va attacher le détenu et le fouetter entre guillemets, lui donner la fessée entre guillemets, mais c'est pas donner la fessée comme on pense parce que c'est avec un outil assez spécial en fer. On va lui donner des coups avec pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il écoute, etc. Donc il n'y a pas de différence, comme je le dis, avec le monde extérieur, parce que c'est une société dans une société qui est dans une société. En fait, c'est vraiment comme une poupée russe. En fait, tout se ressemble, mais il y a quand même des différences, mais pas totalement. Et au niveau des sanctions aussi que je voulais appuyer, ça peut prendre d'un coup aux agents qui s'occupent d'un certain groupe de détenus. D'un coup, s'il y en a un qui écoute pas, bah d'un coup, ça peut lui prendre d'un coup comme ça. Il peut prendre le détenu et le balancer dans le fossé qui est à côté du camp, parce que comme c'est en pente, ben, il y a un côté où c'est plus affaissé que l'autre. Donc du coup, c'est plus un ravin, mais pas trop vraiment un ravin parce que t'as des arbres, de la forêt, etc. Mais d'un coup, dès que il n'écoute pas, ben, ça va énerver le gars, il va le balancer comme ça. Je vais faire une ressemblance avec le Moyen-Âge. Alors, vous allez dire pourquoi? Ben, je vais vous expliquer. Dès que quelqu'un va pas trop écouter, etc., au bout d'un moment, au bout de quelques avertissements, etc., ben, ils vont aller le prendre sur la place publique, entre guillemets. Donc il y a une zone là, si vous voyez bien, là où on va prendre des personnes qui n'écoutent pas, etc. Donc pour montrer aux autres qu'il faut écouter. Donc on voit qu'il y a quand même aussi le système un peu moyenâgeux qui est encore là. Donc la société du Moyen-Âge en fait est repris, médiévale est repris dans le camp en fait. Donc il y a la violence est hyper importante dans le camp, qui est quand même visible aussi dans la société aussi, que si on n'écoute pas, il y a la violence quand même qui peut apparaître, mais pas tout le temps bien sûr. Mais la violence a toujours de l'importance dans n'importe quelle société. Si vous voulez, je vous parlerai aussi en anthropologie, on peut voir qu'il y a aussi une histoire de violence, de domination,
qui se trouve aussi dans n'importe quel peuple. Voilà, et enfin, un petit sujet qu'on ne parle pas beaucoup, mais je trouvais ça intéressant de quand même en parler. Avant la fin de la guerre, en fait, ben, les nazis, les dirigeants du camp, à force, avec le faux crématoire, avant, ils émeutaient les cendres, au bout d'un moment, dans des petites urnes qu'ils fabriquaient eux-mêmes, bah, que les détenus fabriquaient pour mettre les cendres de leurs camarades à l'intérieur. Au bout d'un moment, en fait, ils en avaient marre, ils ont dit bon c'est bon, on en a rien à foutre, pourquoi on fait ça en fait? Aucun intérêt. Ben du coup, ils réutilisaient les cendres en fait, parce qu'ils savaient plus quoi en faire, ben ils dépenaient pour mettre pour faire un parquet de fleurs, etc., pour faire quelque chose de floral. Donc ils utilisaient les cendres comme un terreau en fait. Donc ils en avaient vraiment rien à foutre. Mais c'est quand même devenu maintenant un petit lieu de recueillement parce que comme il y a eu une tonne de cendres qui a été déversée ici, là il y a quand même un petit endroit de recueillement. Alors enfin, pour finir, il parlait de comment ils ont fait pour tenir jusqu'au bout. S'entraider, bien sûr, l'entraide a été vraiment importante dans les camps, n'importe quel camp. Mais là, je vais vous parler un peu dans le sens général, plus vraiment basé sur le camp, parce que généralement, en fait, les détenus vont fonctionner un peu de la même manière pour essayer de tenir, ils vont trouver quand même des moyens. Et par exemple, je prends quand même un exemple qu'il y a eu dans le camp, c'est la musique. Il y a un compositeur qui a écrit une musique, l'a composée, etc. avec un autre détenu, ils sont pas de la même nationalité, mais ils ont quand même créé une partition qui est hyper intéressante et franchement, ça les a beaucoup aidés à tenir. Il y a aussi dans le monde de la chanson, je sais pas si vous connaissez Germaine Thelion, c'est une opérette française qui est aussi auvergnate, qui a écrit des chansons pendant sa déportation et pour aider les femmes avec qui elle était de tenir jusqu'au bout, bah, elle chantait des chants les soirs, etc. Et c'est elle qui l'écrivait pour que le moral ne craque pas, la fatigue, etc. Et ça a beaucoup aidé certaines détenues. Enfin, il y a aussi le dessin, bien sûr, des dessinateurs. Il y avait des artistes aussi, d'autres artistes, pas que l'opérette ou un chanteur, un compositeur. Je vais prendre l'exemple d'un personnage que je vous parlerai dans une autre vidéo, parce que je pense en parler avec elle, parce que c'est un personnage hyper important pour moi. C'est Anna Garcin-Maillade. Je vais faire court, c'est une ancienne élève de Renoir, un grand peintre français que vous connaissez peut-être. Et pendant sa détention à Ravensbrück, elle allait dans d'autres camps et elle dessinait beaucoup pour faire un sort de témoignage, pour montrer à la fin de sa détention qu'est-ce qui s'est passé, etc. Malheureusement, quand elle est rentrée en Suède avec la Croix-Rouge, ils étaient obligés de brûler tous ses vêtements, donc du coup on n'a pas eu vraiment de témoignage de dessin. Mais directement quand elle est rentrée chez elle en France, je ne dis pas précisément la ville, mais je vous en parlerai dans la vidéo, d'un coup elle s'est mise à peindre, elle a fait plein de tableaux, comme les plus connus qu'elle a fait sur les camps, c'est La faim et le mouroir. Au cœur d'une société, il y a toujours de la solidarité, etc. Et l'art a toujours eu de l'importance. Donc voilà, j'ai fini la vidéo, elle est un peu longue, je suis désolée, mais j'ai essayé de faire court. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et il y a toujours le livre en description si vous voulez le voir. Et je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et vous le constamment. Salut. Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.